Bonjour, bienvenue dans ce cours qui rentre dans le cadre de la FST de pharmacologie et qui va porter sur les concepts de base, les types d'études, l'analyse et les conclusions des études en pharmacoépidémiologie. Alors, sachant qu'il va y avoir un autre cours qui portera sur les types d'études et les biais, on va voir ça de manière plus rapide dans celui-ci, s'étendant beaucoup plus sur les concepts de base, les objectifs de la pharmacoépidémiologie et puis juste commencer à introduire les types d'études et la discussion qu'on peut avoir quant à leurs conclusions. Tout ce qui concerne les biais et leur interprétation sera fait dans la deuxième leçon. Le plan qu'on va suivre est donc celui-ci. Tout d'abord, une introduction sur la problématique du médicament en population, par opposition à la problématique du médicament dans les essais cliniques, dans l'évaluation clinique et dans l'évaluation préclinique. La pharmacoépidémiologie, d'où ça vient, où ça va, donc un bref historique et puis des objectifs. Le contexte et les résultats de l'exercice de cette discipline au sein de la grande discipline de pharmacologie médicale, et puis une conclusion pour cette leçon. Donc l'introduction, le médicament en population. Donc le médicament en population, pourquoi le surveiller? Et ça n'est pas la seule source de différence entre le rapport bénéfice-risque tel qu'il peut être évalué dans les essais cliniques et tel qu'il peut être évalué en vraie vie, puisque au-delà des différences qu'on peut trouver entre les caractéristiques des sujets de la population cible, donc celle qui ressemble à celle des essais cliniques, et de la population rejointe, celle qui est réellement traitée en pratique, on trouve une autre source importante de différence qui est donc l'utilisation du médicament, puisque en vraie vie on va parler d'utilisation rejointe, et effectivement dans la population cible, c'est-à-dire même en vraie vie dans l'ensemble des patients qui ressemblent trait pour trait à ceux des essais cliniques, on va trouver des gens qui prennent le médicament à des doses plus élevées ou moins élevées que celles qui ont été évaluées, pour des durées plus longues ou moins longues que celles qui ont été évaluées, ou alors qui ne sont pas observants évidemment, ou alors qui présentent des interactions, etc., etc. Et quand on reprend toutes les catégories de la population rejointe telles qu'on les a identifiées, ben finalement, ces modalités d'utilisation du traitement qui ne correspondent pas à l'utilisation cible, on va les retrouver dans toutes les sous-catégories de cette population rejointe, et du coup on va avoir une double différence en termes d'utilisation du médicament ou de contexte d'utilisation du médicament. Le fait d'une part qu'en vraie vie, il est utilisé chez une population de patients qui n'est pas la population des essais cliniques, la population rejointe, et avec des modalités qui ne sont pas les modalités retenues dans les essais cliniques, c'est l'utilisation rejointe. Donc il faut évaluer le médicament après sa commercialisation et il faut le faire d'une manière qui sache se doter d'outils scientifiques au moins aussi opposables que ce qu'on peut faire dans d'autres circonstances. Donc on va revoir ces autres circonstances d'évaluation du médicament. Il y a d'abord la pharmacologie fondamentale et puis la pharmacologie dite clinique que j'appellerais observationnelle par opposition à la pharmacologie clinique des essais expérimentaux. C'est des disciplines que vous connaissez probablement beaucoup mieux que la pharmacoépidémiologie et puis qui visent essentiellement à mettre en évidence un mécanisme d'action de médicament ou un effet d'un médicament sur un ou des paramètres cliniques. Et toute cette analyse ou toute cette mise en évidence repose sur de l'observation empirique, expérimentale, mais pas sur de l'expérimentation clinique contrôlée au sens des essais cliniques. Celle-ci, c'est ce qu'on peut appeler la pharmacologie clinique comparative. Et ce que va faire cette pharmacologie clinique comparative, donc les randomized clinical trials, c'est apporter la preuve scientifique qu'il y a une différence d'effet entre deux médicaments et que cette différence d'effet est due uniquement aux propriétés intrinsèques des produits. Et puis enfin, il y a la surveillance du médicament en population, donc l'évaluation du médicament et de son rapport bénéfice-risque en vie réelle, avec un objectif principal qui est de vérifier que les résultats des essais s'appliquent à la population générale des patients. Donc on ne va pas revenir très longuement sur la nécessité des essais cliniques, mais tout le monde admet maintenant que voilà, l'evidence-based medicine c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il y a des très grands exemples en pharmacologie et en pharmacologie clinique. Les plus marquants sont probablement ceux qui sont fournis par l'étude CAST par exemple,
Donc les antiarythmiques de classe 1, on en a donné longtemps en post-infarctus pour prévenir les extrasystoles ventriculaires au motif que ces extrasystoles étaient associées à une augmentation de la mortalité et que ces antiarythmiques de classe 1 étaient efficaces pour réduire le nombre d'extrasystoles. Et ces cliniques randomisées, les CCAST, on trouve finalement que chez les patients qui sont traités par antiarythmiques de classe 1, la mortalité est multipliée par 2, un postulat pharmacologique intéressant, physiopathologique intéressant, et qui, à la fin, malheureusement, sur le plan evidence-based medicine et l'évaluation thérapeutique, montre qu'on a fait complètement fausse route. Sur la population, ou sur la surveillance en population, une fois qu'on a franchi cette nécessité des essais cliniques, c'est juste pour montrer que les essais cliniques ne suffisent pas, et on passe cette fois-ci à la transposabilité des résultats des essais cliniques, et là encore on a un exemple intéressant qui est celui de l'étude RAL, donc essai clinique randomisé extrêmement bien réalisé pour évaluer la spironolactone en traitement supplémentaire, en addition aux autres traitements de l'insuffisance cardiaque chez des patients insuffisants cardiaques stade 3-4 de la classification NYHA, et puis des résultats vraiment extrêmement prometteurs pour un médicament qui est à l'époque, à la fin des années 90, en bout de course, et qui montre une réduction de 30% de la mortalité cardiovasculaire. C'est formidable. Du coup, il y a une réelle reprise ou réengouement pour cette molécule chez ces patients qui sont quand même des patients avec un pronostic qui est assez défavorable, et ce qu'on observe en vraie vie qui n'a pas du tout été observé dans les sérales, qui a pourtant été très bien fait et puis dans lequel l'académie était très bien surveillée, c'est une augmentation du nombre de décès liés à une hyperkaliémie chez les patients insuffisants cardiaques après la publication de cet essai. Les postulat derrière ça, c'est finalement qu'un essai, c'est très expérimental. Il y a plein de choses dedans qui sont absolument contrôlées, les différences entre les patients, les moyens d'administrer les médicaments, de forcer ou d'optimiser l'observance du traitement et probablement également d'optimiser la surveillance du traitement. Et c'est pas ce qui peut se passer en vraie vie derrière, et c'est ce qui pourrait expliquer que dans l'essai clinique, on n'a jamais vu de surcroît de mortalité liée à l'hyperkaliémie pour les patients traités par spironolactone, et puis dans la vraie vie, au contraire, chez des patients qui sont susceptibles d'être traités par IEC ou par antagonistes des récepteurs à l'angiotensine, on retrouve ce risque. Alors quand on se place sur, ou qu'on met en parallèle les trois niveaux d'évaluation de ces médicaments pour aboutir à la pharmacoépidémiologie, finalement, on a toujours une volonté d'évaluer l'effet du médicament, mais qui se place à un niveau différent. La pharmacologie fondamentale, on va évaluer l'effet du médicament en tant que mécanisme d'action. La pharmacologie clinique comparative, les essais cliniques, on va évaluer l'effet du médicament en tant qu'efficacité, efficacy en anglais, et trouver un bénéfice dans un environnement qui est extrêmement contrôlé, euh, avec des avantages à ça et des inconvénients. Avantage, la meilleure démonstration possible d'un effet propre du médicament, et c'est incontestable sur le plan scientifique. Inconvénient, la meilleure démonstration possible d'un effet propre de ce médicament et d'un bénéfice lié à cet effet propre dans un environnement extrêmement contrôlé et potentiellement non reproductible en pratique réelle. Pour la surveillance du médicament en population, on parle encore de l'effet du médicament, mais cette fois-ci de effectivité, effectiveness en anglais, et puis cette fois-ci on va être sur une mesure de bénéfice qui sera faite dans un environnement qui n'est pas du tout contrôlé, avec pas la volonté de voir si le médicament a un effet propre, mais si le médicament est bénéfique dans un contexte réel d'utilisation qui est beaucoup plus variable, beaucoup moins homogène que celle des essais cliniques. Si on essaye de synthétiser la différence entre ces deux contexte d'évaluation, finalement, les essais cliniques, on a une population de patients qui est extrêmement sélectionnée et qui va définir la population cible, une prise de médicaments qui est extrêmement contrôlée, qui va définir l'utilisation cible, et puis une surveillance des traitements qui est elle-même extrêmement contrôlée. Tout ça aboutissant à un contexte d'utilisation et d'évaluation du médicament qui est finalement un contexte expérimental, assez artificiel et assez difficile à reproduire. Quelque part, finalement, ces essais cliniques, c'est une expérience de laboratoire à très grande échelle, à ciel ouvert d'une certaine manière, mais dans des conditions normales de température, de pression, de tout ce qu'on veut, quelque chose qui est extrêmement contrôlé. Et c'est volontaire, et c'est très bien pour mettre en évidence un effet propre du médicament, avec des différences dont on sait qu'elles ne seront pas attribuables à autre chose que les propriétés du médicament.
Quand on fait la surveillance du médicament en population, bon ben là pour le coup on contrôle rien du tout, hein. C'est d'ailleurs ce qui est reproché la plupart du temps. Il n'y a pas de sélection des patients, c'est la population rejointe, et c'est parfois malheureux qu'il n'y ait pas plus de sélection des patients d'ailleurs. Il y a des prises de médicaments qui sont assez naturelles finalement, et c'est l'utilisation rejointe. Et puis il y a une surveillance des traitements qui elle aussi est naturelle, et quand on dit qu'elle n'est pas optimisée, c'est pas pour jeter la pierre aux médecins, aux patients, etc. etc. C'est simplement que la vie, c'est pas très simple, et qu'il faut toujours réussir à prioriser ce qu'on doit faire, et que si un jour, ben voilà, vous devez aller faire surveiller votre kaliémie, et puis qu'en même temps, quelqu'un est malade, il faut aller chercher les enfants pour, ou vos petits-enfants, n'importe quoi, etc. etc. Et ben, finalement, l'académie, vous le ferez le lendemain. Et puis le lendemain, allez savoir pourquoi vous ne pourrez pas y aller non plus. Et puis finalement, vous irez 3 jours plus tard, ou vous n'irez pas parce qu'il sera trop tard. Et c'est ça la vraie vie par rapport à un essai clinique. Donc un environnement qui est naturel, réel, moins contrôlé, mais plus proche de la réalité, même qui est carrément la réalité. Et entre les deux, finalement, on a une barrière qui est l'AMM. L'AMM étant octroyée sur une démonstration de bénéfice-risque qui est expérimentale, et puis après, qui devrait être soumise à la redémonstration d'un bénéfice-risque réel, sauf à ce qu'il n'y ait rien dans les modalités d'utilisation du produit qui fasse craindre que le bénéfice-risque expérimental ne soit pas retrouvé. La surveillance du médicament en population, donc pour pas compenser, mais pour compléter les limites des essais cliniques, doit caractériser les utilisateurs et les utilisations du médicament, justement pour vérifier que dans ces caractéristiques d'utilisateurs et d'utilisation, il n'y ait pas de différence qui soit susceptible de compromettre le rapport bénéfice-risque qui a été démontré dans les essais cliniques. Elle doit identifier et quantifier des risques liés à l'emploi du médicament à grande échelle, ce que vous savez très bien, les essais cliniques ne savent pas faire, même si les essais cliniques géants ont permis dans certains cas de trouver des effets rares, sinon dans la plupart des cas c'est impossible à avoir, et puis d'identifier et de quantifier parfois des bénéfices ignorés. Il ne faut pas non plus ignorer cet aspect qui est que ben voilà, l'observationnel a permis aussi d'identifier des bénéfices qui n'étaient pas connus pour les médicaments au moment où ils ont été commercialisés. Cette surveillance, on pourrait dire, finalement, elle était déjà assurée de manière plus traditionnelle et depuis plus longtemps, et de manière très codifiée par la pharmacovigilance, sauf que la pharmacovigilance, finalement, caractériser les utilisateurs et les utilisations du médicament, c'est pas quelque chose qu'elle sait faire avec un tableau qui est parfaitement complet. Elle sait voir quels sont les utilisateurs pour lesquels il y a des effets indésirables, et c'est différent. Elle sait identifier des risques liés à l'emploi du médicament, mais elle ne sait pas quantifier l'amplitude de ces risques. Et puis, pour identifier et quantifier des bénéfices ignorés, c'est plus difficile, puisque par définition, des bénéfices, on en voit rarement en pharmacovigilance. Et c'est là que vient la nécessité de la surveillance complémentaire qui est constituée par la pharmacoépidémiologie. Et donc, cette discipline va compléter la pharmacovigilance dans la surveillance en vraie vie du médicament, afin de savoir un petit peu ce qui se passe une fois qu'on a franchi le seuil des essais cliniques et de l'autorisation de mise sur le marché. Alors cette préoccupation d'une quantification du bénéfice-risque du médicament en vraie vie dans des conditions non contrôlées d'utilisation, c'est quelque chose de très récent, hein, quand on regarde l'histoire et l'objectif de cette discipline. Finalement, c'est une discipline qui est issue de la pharmacologie en tout premier lieu, et puis de la santé publique et de l'épidémiologie, d'où son patronyme, et qui est extrêmement récente. La Société internationale de pharmacoépidémiologie, elle a été fondée en 1989 sur le plan international, hein, donc la France a du retard comme d'habitude, et elle en a toujours aujourd'hui, mais pour une fois, on ne peut pas dire que ce retard ce soit extraordinairement ancien, puisque de toute manière, la structuration de cette discipline est très récente. Et les objectifs, qui découlent largement et de manière logique de ce qu'on a dit précédemment, c'est caractériser les utilisateurs du médicament et la population rejointe, et puis étudier l'utilisation des médicaments en population, c'est-à-dire caractériser finalement l'utilisation rejointe. Avec souvent la volonté ou le sous-objectif d'identifier au sein de cette utilisation rejointe la part de l'utilisation qui ne correspond pas aux recommandations de pratique et qui est du mésusage, à différencier du mésusage tel qu'il est compris en addictologie,
à type de détournement par exemple. Donc les objectifs de cette pharmacoépidémiologie, ça va être d'évaluer également, après avoir caractérisé les utilisateurs et les utilisations, évaluer l'effectivité, donc l'efficacité en vraie vie en situation réelle d'utilisation et la sécurité du médicament, donc d'identifier et de quantifier des risques et éventuellement des bénéfices, et puis après cela d'évaluer l'impact des médicaments. Alors l'impact, euh, autant un bénéfice, c'est quelque chose qui peut se mesurer sur un plan individuel, autant l'impact, c'est quelque chose qui ne se mesure que sur un plan populationnel. Finalement, ce que vous allez faire quand vous allez évaluer l'impact d'un médicament, c'est de regarder en quoi la mise à disposition du médicament dans la population, finalement, améliore l'état de santé de la population. C'est ça l'impact. Et ça va dépendre de deux choses, basiquement. Ça va dépendre de la taille d'effet qui est associable au médicament, quel est l'effet propre de mon intervention, et puis ça va dépendre aussi de l'amplitude du déploiement de cette intervention, quelle est la fréquence de l'exposition du médicament dans la population. Si je donne un médicament très efficace à 3 personnes, l'impact va être beaucoup plus faible que si je donne un médicament peu efficace à 2 millions de personnes. Donc l'impact, c'est ce que va également essayer d'évaluer la pharmacoépidémiologie avec deux paramètres principaux, l'efficacité d'un côté et la largeur ou l'extension ou l'étendue de l'exposition et de l'utilisation de l'autre pour caractériser cet effet populationnel du médicament. Contexte et résultats en pharmacoépidémiologie avant d'aboutir à la présentation des schémas principaux d'études que vous connaissez déjà. On va avoir différents types d'études pour satisfaire aux objectifs qu'on a présentés précédemment. La première consiste à présenter les différentes études d'utilisation des médicaments. Il y en a deux grands types. Ce qu'on va appeler les études simples d'utilisation des médicaments et puis ensuite des revues d'utilisation des médicaments. Les études simples, c'est des études quantitatives. C'est combien, où, comment. Donc des durées de traitement, des posologies, des nombres de patients traités, etc. etc. Les revues d'utilisation des médicaments, c'est des études qui vont utiliser des mesures quantitatives, mais qui vont après avoir un jugement qualitatif sur ce qu'ils obtiennent, et en particulier, est-ce que c'est conforme aux pratiques de recommandation ou pas. Dans tout ça, toujours, et de plus en plus, en particulier en France, où on a cette espèce de culture disant qu'on est des très mauvais utilisateurs du médicament, il y a la volonté d'étudier le bon usage, le mauvais usage, et puis carrément le mésusage lié au phénomène de pharmacodépendance. Dans toutes ces études, l'utilisation du médicament, finalement, elle correspond à ce qu'on voit en épidémiologie sous le terme d'exposition, et on peut le mesurer de plusieurs manières, cette exposition. Les sources traditionnelles, c'est les malades et les dossiers médicaux, avec ce que vous connaissez de limite dans ces deux types d'exercices. Finalement, chez les malades, ça repose sur un interrogatoire. Si l'interrogatoire est bien fait, on peut retrouver la plupart des choses. S'il est mal fait, on peut passer à côté de la plupart des choses. Et puis, concernant les dossiers médicaux, c'est un peu la même chose. Il faut aussi qu'on trouve quelque chose qui soit correct sur le plan de, de l'information, et on sait que dans les dossiers médicaux, parfois, on marque que ce qu'il y a de significatif et le reste n'est pas forcément renseigné. Une source d'utilisation, une source de données dont l'utilisation est beaucoup plus récente et qui est en extension galopante, c'est les bases de données de remboursement ou d'hospitalisation, ce qu'on appelle les Electronic Health Records, les bases de données électroniques de santé ou informatiques de santé, qui vont avoir des qualités extraordinaires en termes d'exhaustivité du recueil. On retrouve tous les renseignements concernant les remboursements pour une personne donnée, par exemple, anonymisés évidemment, on ne sait jamais qui est qui, ou en tout cas si jamais on veut le savoir, c'est des procédures extrêmement complexes et des autorisations à obtenir qui sont un véritable parcours du combattant. Mais l'utilisation de ces bases de données donne donc des informations qui sont plus complètes théoriquement sur le plan de la prise et de l'ensemble des médicaments consommés, à condition qu'ils soient remboursés par les malades, que ce qu'on peut avoir quand on interroge directement les malades ou directement les dossiers médicaux, sauf qu'on est obligé de faire des hypothèses très fortes, à savoir que les médicaments remboursés ont été consommés, qu'ils ont été consommés dans les jours qui suivaient le remboursement,
pour une durée qui était à peu près relative au nombre de doses qui étaient comprises dans le nombre de boîtes remboursées, etc., etc., sachant qu'en France, il y a des hypothèses à rajouter, et en particulier un grand manque dans ces bases de données qui est qu'on ne connaît pas la posologie prescrite. Un autre grand manque, c'est qu'on ne connaît pas l'indication. Ça, c'est des choses qu'on aurait dans les dossiers médicaux, par exemple. Donc, avantage des bases de données, il y a beaucoup de choses et il y a une exhaustivité concernant l'information pour les médicaments remboursés. Inconvénient est qu'on peut retrouver mieux dans les dossiers médicaux et dans les malades, et par l'interrogatoire des malades ou dans les études qu'on peut faire directement sur le terrain. Il n'y a pas dans les bases de données administratives ni l'indication, ni la posologie, ni les raisons d'arrêt, ni est-ce qu'il y a eu des effets indésirables, etc., etc. Et tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans des sources de données qui sont théoriquement moins fiables, mais qui sont beaucoup plus informatives. On va ensuite quitter le domaine de l'étude d'utilisation des médicaments pour aborder celui de l'étude de l'effectivité et des risques liés aux médicaments, et on va s'intéresser là-dedans à deux grandes familles de schémas d'études, des schémas explicatifs. Qu'est-ce qui peut engendrer une modification de l'état de santé? Et on va s'intéresser ici pour ça à l'exposition aux médicaments. Et ces deux grandes familles, vous les connaissez déjà très bien. Il y a beaucoup de schémas qui sont dérivés de ces deux grandes familles. Mais ces deux grandes familles, vous les connaissez déjà très bien, ce sont les études cas témoins d'un côté, les études de cohorte de l'autre. On les étudiera plus en détail dans la partie sur les biais. Pour faire du coup juste un bref rappel sur ce que sont les études cas témoins et les études de cohorte. Les études cas témoins, on va essayer d'étudier l'association entre une exposition passée et la présence d'une maladie. Donc le présent, c'est la maladie. On est à un stade où la maladie est soit présente diagnostiquée, et ça va définir des cas, soit pas présente, pas diagnostiquée, et ça va permettre de trouver pour ces cas des témoins, des personnes qui sont indemnes de l'événement d'intérêt et qui proviennent de la même population source que les cas. Et ces témoins, ils vont servir de groupe de référence pour la mesure de l'exposition au médicament, parce qu'on a le droit de prendre un médicament sans être malade, même si on pense que le médicament augmente le risque de développer une maladie. Le mot le plus important dans tout ça, c'est provenant de la même population source que les cas, et ça vient vraiment de la volonté de constituer un groupe de référence pour la prise du médicament. Ça veut dire qu'on veut que ces témoins soient un indicateur de quelle est la consommation normale d'un médicament chez des gens qui ne sont pas malades. Et pour être sûr que cette référence qu'on obtient, c'est quelque chose qu'on peut confronter à ce qu'on va mesurer chez les cas, il faut vraiment qu'on soit sûr que les témoins viennent de la même population source, et donc qu'ils avaient a priori les mêmes chances d'être exposés que les cas, ou que les cas avaient a priori la même chance d'être exposés que les témoins, et puis que les témoins avaient a priori la même probabilité de devenir malades que les cas, en dehors théoriquement de l'exposition ou du surcroît de risque qui serait associé à l'exposition s'il y a une association. Comment définir plus précisément des cas dans une étude cas témoin? Donc les cas, on peut les décrire, identifier deux grands types de cas dans les études cas témoins, soit des cas incidents, soit des cas prévalents. Alors cette mention, elle est juste là pour vous indiquer que vous ne devez plus jamais utiliser des schémas d'études dans lesquels il y a des cas prévalents. Il faut à tout prix toujours savoir quand a été diagnostiquée exactement la maladie, ou quand est-ce qu'il y a eu sa première prise en charge, et du coup comment on peut dater son début. S'intéresser donc que à des cas incidents, tous les sujets qui ont présenté un événement à partir d'une date connue. L'identification des cas, elle va se faire de 12 000 milliards de manières possibles, dans la population générale, dans les services d'hospitalisation, par des médecins libéraux, dans des bases de données. Tout peut être source d'identification de cas, à condition que les mêmes sources soient utilisables, ou qu'on puisse trouver des sources adaptées pour identifier les témoins qui viendraient de la même population que ces cas-là. L'identification des témoins donc, l'origine, la même population que les cas, l'idée c'est que s'ils avaient été malades, à ce moment-là, d'une manière certaine, on les aurait identifiés dans le groupe des cas. Si on fait un schéma pour représenter en quoi va consister l'analyse et également la difficulté de ces études cas témoins. On se retrouve ici avec une échelle de temps, un moment, le présent, auquel on a des gens qui présentent la maladie, donc sont les cas, et puis ne présentent pas la maladie, sont non malades et sont les témoins, et on va étudier chez ces gens-là la fréquence de l'exposition dans le passé. Donc on va les interroger sur la fréquence de leur exposition. Et il y a ici un biais particulier sur lequel on reviendra qui peut affecter les études cas témoins, qui est que quelqu'un de malade
peut avoir fait un travail d'introspection pour savoir ce qui a pu le rendre malade, surtout maintenant qu'on est très suspicionneux à l'égard du médicament, et que ce travail d'introspection peut l'amener à se souvenir assez bien de sa prise médicamenteuse. Et pour les gens qui ne sont pas malades, forcément, le même travail d'introspection n'a pas eu lieu, il n'y a pas forcément la même interrogation sur tout ce qu'on a pu prendre dans le passé, et du coup, il peut y avoir un oubli plus important des expositions médicamenteuses passées. Du coup, à exposition médicamenteuse réelle identique entre les cas et les témoins, les cas, parce qu'ils ont fait un travail de mémoire sur leur exposition médicamenteuse, pourraient mieux s'en souvenir que les témoins. On pourrait du coup retrouver davantage d'exposition chez les cas que chez les témoins, bien que le niveau de base ait été le même, et du coup avoir des associations qui sont construites. Et ce biais qui est lié à cet effort de mémoire s'appelle un biais de mémorisation, et il est le fait uniquement des études cas témoins qui sont construites de manière rétrospective, ou en tout cas avec un recueil a posteriori de l'exposition, et dans lesquelles on doit faire appel à la mémoire des gens. Pour les études cas témoins qui sont construites sur base de données, vous vous doutez bien que le biais de mémorisation n'existe pas, puisque la base de données, elle enregistre tout de manière prospective. Les estimations d'association dans les études cas témoins, là encore des révisions par rapport à tout ce que vous avez déjà comme culture sur l'évaluation du médicament. Ça compare, donc on a dit, la fréquence d'exposition dans le passé chez les cas et chez les témoins, et en fait, c'est pas vraiment une fréquence, c'est une cote. La cote, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité d'avoir été exposé sur la probabilité de ne pas avoir été exposé. Hein. Donc très bêtement, pour simplifier ça, si on prend la cote d'exposition chez les cas, c'est le nombre de cas exposés sur le nombre de cas non exposés. Si on prend la cote d'exposition chez les témoins, c'est le nombre de témoins exposés sur le nombre de témoins non exposés. Et le rapport de cote, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le rapport entre la cote d'exposition chez les cas et la cote d'exposition chez les témoins. Donc, si on veut faire compliqué, le nombre de cas exposés divisé par le nombre de cas non exposés, rapporté au nombre de témoins exposés divisé par le nombre de témoins non exposés. Et puis si vous voulez que ce soit significatif, il faut un intervalle de confiance qui ne contienne pas la valeur 1. Alors juste pour vous montrer avec un très bel exemple d'étude cas témoin que justement la pharmacoépidémiologie, même si elle s'est structurée qu'en 89, elle avait débuté un peu avant et puis elle ne fait pas que du risque, se rappelle d'une étude cas témoin effectuée par la Boston Collaboration ou Boston Collaborative Drug Surveillance Group en 1974, en tout cas date de sa publication dans le BMJ, et qui dit finalement, chez les gens qui prennent régulièrement de l'aspirine, on trouve un risque diminué d'infarctus du myocarde. Le moment où cette étude est publiée est assez intéressant puisqu'il n'y a pas à l'époque d'essais cliniques randomisés sur l'intérêt de l'aspirine dans la prévention de l'infarctus du myocarde. Étude de cohorte après, des études qui visent à étudier l'association cette fois-ci entre une exposition présente et la survenue ultérieure d'une maladie. Donc le point de départ maintenant, c'est l'exposition, et puis on va voir ce qui se passe après celle-ci en termes de survenue de maladie. Cohorte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un vocabulaire particulier pour dire on gère ou on analyse les données d'un échantillon de sujets qui est représentatif d'une partie de la population, et puis on mesure l'exposition des sujets à un facteur de risque, et on suit l'état de santé de ces sujets dans le temps. Si on reprend le même type de schéma que celui qu'on a fait tout à l'heure pour l'étude cas témoin, on va donc avoir des gens qui sont exposés, c'est-à-dire traités, et puis des gens qui sont non exposés, et puis on va suivre dans le temps la survenue d'une maladie, et on va comparer la fréquence de survenue d'une maladie chez des gens qui sont exposés à un médicament à la fréquence de survenue d'une maladie chez des gens qui ne sont pas exposés à un traitement. Ça, c'est la manière très simple et très traditionnelle de représenter une cohorte. Il y a des manières de faire beaucoup plus compliquées, puisque vous le savez malheureusement, les traitements, c'est pas toujours quelque chose de stable dans le temps. Donc les gens qui sont exposés peuvent après cesser d'être exposés, recommencer à être exposés, cesser d'être exposés, recommencer à être exposés, etc., etc. Et les gens qui ne sont pas exposés au début peuvent devenir exposés, cesser de l'être, recommencer à l'être, etc., etc., etc. Du coup, ce schéma ici est maintenant un schéma qui est intéressant à considérer pour le concept de cohorte, mais qu'il faut savoir dépasser, puisqu'en fait, il a l'inconvénient d'être fixe. D'une certaine manière, ce qu'on représente ici, avec des exposés à un temps donné en début de suivi et des non exposés à un temps donné en début de suivi, c'est un schéma en intention de traiter. Et ce qu'on va faire de plus en plus dans les études de cohorte, c'est des schémas qui sont moins fixes que ça, beaucoup plus variables, qu'on va dire dépendants du temps, et pour lesquels on va étudier tout au long de la durée de suivi quel est le risque de présenter la maladie quand on est exposé à un temps donné. Donc on va avoir tout le temps un pool de patients. On ne va pas forcément les catégoriser en fonction de exposés, non exposés
uniquement au début de suivi, mais en fonction de exposé, non exposé à chaque temps des suivis. Ce seront donc des analyses dépendantes du temps, et puis regarder si finalement, tout au long des périodes cumulées durant lesquelles les sujets ont été exposés, il y a eu plus de survenue de maladies que tout au long du temps du suivi durant lesquels les sujets n'ont été pas exposés. L'estimation de ces associations dans les études de cohorte, qu'on soit en dépendant du temps ou pas dépendant du temps, c'est des comparaisons donc de l'incidence, de la fréquence de survenue de la maladie chez les exposés et les non exposés, ou dans les temps d'exposition versus dans les temps de non-exposition. Et ça donne lieu à une mesure d'association qui est un rapport d'incidence, qui est l'autre nom du risque relatif, qui correspond au rapport entre l'incidence chez les exposés sur l'incidence chez les non-exposés. Bon, l'incidence c'est facile, hein, c'est le nombre d'exposés malades sur le nombre total d'exposés, pour l'incidence chez les exposés, et puis l'incidence chez les non-exposés, le nombre de non-exposés malades sur le nombre de non-exposés. On continue à étudier l'effectivité et les risques pour vous rappeler qu'il y a d'autres indicateurs d'association dans une cohorte, et ces autres indicateurs d'association, c'est en particulier l'excès de risque ou la différence de risque, très intéressante, parce que, au contraire du risque relatif, c'est une mesure qui n'est pas bornée. En tout cas, qui n'a pas de borne supérieure. Un risque relatif, finalement, imaginez qu'on ait une fréquence de survenue de la maladie dans la population chez les non-exposés qui est de 20%. 20% des non-exposés vont devenir malades. À ce moment-là, le risque relatif maximum que vous pouvez trouver chez des exposés, c'est 5. Pourquoi? Parce que avec un risque de base, un risque chez les non-exposés de 20%, si je le multiplie par 5, je vais arriver à un risque mesuré lié à l'exposition qui sera de 100%. Il n'y a pas plus de malades possible que ça. Donc, finalement, la valeur du risque relatif dépend énormément de la fréquence de survenue de l'exposition chez les non-exposés. L'excès de risque, lui, c'est pas le cas, finalement. Il est beaucoup moins borné. En tout cas, les valeurs peuvent être beaucoup plus variables que le risque relatif. Cela étant, pour faire un excès de risque, une différence de risque, il faut avoir des postulats, et en particulier dire que cet excès de risque il est attribuable, puisqu'on parle également de risque attribuable, que cet excès de risque il est attribuable à l'exposition aux médicaments, et là il y a besoin de faire des hypothèses causales fortes. Donc un exemple récent d'étude de cohorte, je vous conseille de la lire, elle est assez intéressante, sur le risque d'AVC et d'hémorragie ou de récurrence d'hémorragie associée à un traitement antithrombotique après hémorragie gastro-intestinale chez les patients traités par fibrillation auriculaire. C'est une étude qui a la particularité d'être une étude dite nationwide cohorte qu'on retrouve essentiellement au Danemark et également en Norvège. C'est des chercheurs dans le domaine de la pharmacoépie, ces deux pays-là qui ont la grande habitude de présenter leur pays comme étant une cohorte et qui ont des données de longue date, très longue date même pour la totalité de leur population, ce qui leur permet de faire des études absolument fantastiques. Il me paraît important, quand on considère maintenant la pharmacoépie, d'aborder d'autres schémas qui sont extrêmement intéressants, même s'ils ne vont pas permettre le même type de conclusion. Ici, avec les cas témoins et les cohortes, on peut conclure à la fin, voilà, on observe un risque augmenté de présenter la maladie chez les sujets exposés quand on a fini de faire une étude de cohorte, ou on observe plus d'antécédents d'utilisation du médicament chez les gens qui deviennent malades quand on a fini une étude cas témoins. Dans une série chronologique, on va pouvoir faire les choses de manière différente et trouver des associations de manière différente. On va se situer à une échelle qui est beaucoup plus importante que l'échelle d'un échantillon de cas et un échantillon de témoins, ou un échantillon de sujets représentatifs d'une partie de la population, si c'est le cas d'une cohorte. Ici, on va se retrouver carrément au niveau de la population générale, le plus souvent. Et dans cette population, ou dans une population qui ressemble à la population générale, on va répéter une observation de manière séquentielle dans le temps, et on va voir comment celle-ci varie. C'est des évolutions ou des études qui sont quelque part des études avant-après, mais un petit peu plus sophistiquées que ce qu'on a l'habitude de voir. Et je vous montre ce qui avait été fait, par exemple, à la suite de l'étude RAL, donc l'essai clinique dont on a parlé sur la spironolactone dans l'insuffisance cardiaque. L'étude RAL ayant été publiée dans le New England, et cette étude-là ayant été publiée également dans le New England aussi. Très simplement, les gens ont regardé sur la période avant la publication de l'étude RAL, et puis après la publication en 1989, jusqu'en 2001, qui était le recul dont ils disposaient à l'époque, quelle était
l'évolution mesurée à partir de mesures répétées d'un paramètre. L'évolution ici des taux de prescription de spironolactone pour 1000 patients insuffisants cardiaques. Bon, et il trouve que finalement, après la publication de RAL, vous voyez ici en trait noir entouré d'un intervalle de confiance, représentation boîte à moustache, quoi. Ce qui était prédit comme évolution des ventes ou des taux de prescription de spironolactone. Et puis vous voyez avec ces barres bleues, ces histogrammes, ce que c'est devenu. Donc on voit un effet clair d'augmentation brutale après la publication de RAL. Les auteurs continuent leur démonstration en regardant plein de paramètres pour aboutir finalement au taux d'hospitalisation, enfin, ou de décès intra-hospitalier pour hyperkaliémie chez des patients traités par insuffisance cardiaque avant-après RAL. Et vous voyez ici, toujours pareil, noir entouré d'un intervalle de confiance sous forme de boîte à moustache, qu'est-ce qu'aurait dû être l'évolution de cette mortalité intra-hospitalière pour hyperkaliémie, et puis barre bleue, ce qu'elle est devenue, et donc la démonstration d'une augmentation après la publication de RAL. Très intéressant, ça permet de faire des conclusions extrêmement puissantes, sauf que, 1999, il s'est passé plein de trucs, à part la publication de RAL, et donc dire que les modifications qu'on voit après un temps donné sont vraiment reliées à la survenue d'un événement à un temps donné, c'est assez compliqué sur le plan causal, mais enfin, quand finalement on peut écarter facilement ou logiquement beaucoup de sources d'informations, ça donne des analyses qui sont extrêmement intéressantes. Bon, pour conclure, quelques rappels importants sur comment est-ce qu'on doit faire correctement de la pharmacoépie. C'est pareil que pour toutes les études dans lesquelles on étudie des facteurs supposés modifier causalement l'état de santé des patients. Il ne faut pas mesurer les choses n'importe quand. Donc il faut avoir des postulats. Pour faire des postulats en pharmacoépie où on va essayer d'étudier l'influence d'un médicament sur un événement de santé, ben, il faut connaître le mécanisme d'action du médicament ou avoir une bonne idée sur lui, connaître les délais d'action de ce médicament, le temps de sa persistance dans l'organisme, etc., etc., etc. La durée avec laquelle les gens sont censés le prendre, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme traitement avec, enfin, une vraie connaissance pharmacologique, et puis également avoir des connaissances sur la maladie, le temps de latence qu'elle a. Bref, il faut avoir un vrai background de pharmacologie médicale et idéalement un background médical aussi pour pouvoir faire des études adaptées et savoir quand est-ce qu'on va devoir mesurer l'exposition ou les risques en fonction de l'exposition. Et ça va dépendre de la fonction de risque. Cette fonction de risque, on a traditionnellement l'habitude de la représenter avec 3 types de courbes pour les associations entre médicaments et événements de santé. Et c'est des types de courbes qui sont issus de concept traditionnel de pharmacovigilance finalement. Les courbes de type B, c'est pour les événements aigus liés aux propriétés du médicament mais avec un terrain particulier du patient. Les courbes de type A, c'est pour les risques constants au cours du temps qui sont liés essentiellement aux propriétés pharmacodynamiques du médicament et présents tout au long du traitement. Et les courbes de type C, c'est pour cumulatif et c'est pour les événements qui sont à survenue délayée. Retardés, excusez-moi, dans le temps, tels en particulier les événements de carcinogénèse. Alors l'étude ou le schéma d'étude que je n'ai pas présenté, ben, vous le connaissez très bien aussi, puis peut-être que jusqu'ici vous vous demandiez pourquoi j'en avais pas parlé, c'est celui des études transversales. Les études transversales, elles ont une place qui diminue, et pourtant on peut encore en faire quelques-unes. Pourquoi elles ont une place qui diminue? Parce que finalement, c'était intéressant pour mesurer l'exposition à un médicament à un temps donné, ou pour mesurer la fréquence d'une maladie à un temps donné chez une population d'utilisateurs de médicaments, mais avec le déploiement et l'extension de l'utilisation des bases de données type assurance maladie, tout ça finalement, on peut le faire très bien dans une cohorte où on aura plus d'informations. Alors on a quand même encore quelques situations dans lesquelles ces études de prévalence transversales, cross-sectional en anglais, sont encore intéressantes, c'est quand on les répète. Et quand on les répète, à ce moment-là, on se retrouve dans un concept qui est assez proche finalement de la série chronologique, avec comme objectif de faire des études de tendance. Je vous donne ici un exemple sur la consommation de benzodiazépines en France. Donc ici, on a fait une étude transversale répétée. À chaque temps, on mesure la prévalence d'utilisation des benzodiazépines et puis on fait après des variations relatives de cette prévalence
en fonction du niveau de départ. Et puis finalement, on voit ici qu'entre 2012 et 2015, quand on regarde ce qui concerne les anxiolytiques, les traits en gris, on a une baisse de l'ordre de 3% de la consommation de ces médicaments. Et puis quand on regarde les hypnotiques, le trait en pointillé noir, tiret noir, on trouve une baisse sur cette période de l'ordre de 12 à 13% par rapport au niveau de 2012. Donc c'est ce qui reste comme utilité probablement la plus importante à ces études transversales. Conclusion sur cette présentation sur la pharmacoépidémiologie, concept, schéma d'études, conclusion. Quelles sont les conclusions de ces études, justement? Pour les études d'utilisation du médicament, les conclusions sont assez simples, hein, c'est qui les utilise, quel est le niveau d'utilisation de ces médicaments, et puis il y a un côté aussi comment sont-ils utilisés, en particulier dans les revues d'utilisation avec l'étude du mésusage. Quand on regarde d'un autre côté les études qui portent sur les bénéfices et les risques associés, donc les études explicatives, cas témoins, cohortes en particulier, à la fin de ces études, on est toujours dans un domaine observationnel et du coup, on ne va pas avoir de conclusion qui soit définitivement causale. Aucune étude cas témoin, aucune étude de cohorte ne va pouvoir affirmer ou certifier le caractère causal de la relation entre une exposition médicamenteuse et un risque particulier en termes de santé, que ce soit un risque ou un bénéfice d'ailleurs. Pourquoi? Parce que toutes les études qu'on peut faire sur le plan observationnel peuvent être affectées par des biais. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que elles peuvent être affectées par des biais. En fait, si on fait les choses correctement, on n'a pas la certitude qu'il y a des biais. On dit juste il peut y en avoir. Et donc, ce que vont faire ces études à la fin, en particulier quand elles sont bien faites et qu'on essaie d'éliminer le maximum de biais possible, c'est conclure en termes de vraisemblance de causalité ou de vraisemblance de biais si on fait le pendant négatif. C'est-à-dire, j'ai une conclusion, il est tout à fait possible qu'il y ait un aspect causal dans l'association que je trouve entre une exposition médicamenteuse et un événement de santé. Voilà finalement ce qui pour moi rend plus probable le côté causal que le côté biaisé, sachant que je ne peux pas définitivement écarter la totalité des biais possibles. Cela étant, comme je vous le disais, il y a maintenant sur ces études observationnelles des moyens de contrôle extrêmement efficaces des biais. Il y a des techniques extrêmement sophistiquées qu'on appelle des techniques de quasi-randomisation. On aboutit à des populations qui sont hyper comparables, et on trouve encore dans le jugement qui est fait de ces études observationnelles le oui mais ça pourrait être des biais. C'est une attitude qui il faut toujours être critique hein, vis-à-vis des études, quelles qu'elles soient, et surtout des études observationnelles évidemment, mais encore plus évidemment des essais cliniques pour lesquels on aurait tort d'être un peu léger dans l'évaluation qu'on peut en faire. Il peut toujours y avoir dans les études observationnelles une possibilité de biais. Ça ne doit pas être une excuse systématique pour rejeter l'hypothèse causale à partir de ces études. On ne doit pas, au prétexte qu'il pourrait y avoir des biais, pas examiner correctement ces études, en particulier la vraisemblance de causalité qu'elles peuvent démontrer, sinon on risque de passer à côté de certaines démonstrations de preuves très solides concernant l'effet du médicament. C'est le rôle de la pharmacologie et de la pharmacoépidémiologie maintenant, c'est les moyens dont elle dispose, et quand on verra les cohortes et les cas témoins dans le cours sur les schémas d'études et les biais qui les affectent, vous verrez que ces moyens d'études sont extrêmement efficaces maintenant et doivent être considérés autrement qu'ils ne l'ont été par le passé. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne suite de FST.